À chacun et à tous, bienvenue. L'utilisation de la main-d'œuvre infantile dans les ateliers, les chantiers, les marchés et toute autre zone d'exploitation économique est interdite par un arrêté préfectoral signé du préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Les thèmes de l'arrêté sont clairs. Quiconque contreviendrait à cette disposition s'adonnerait et tirerait profit de la main-d'œuvre infantile sera puni conformément aux lois en vigueur. Les institutions en charge de la protection des enfants sont aussi conviées à veiller à l'application du dit arrêté. Arrêté préfectoral interdisant le recours à la main-d'œuvre infantile dans les zones d'exploitation économique, une avancée dans la lutte contre la maltraitance ou un coup d'arrêt au processus de formation des enfants. Le débat s'ouvre ici et maintenant avec mes invités. D'abord, Dr Achille Kratos Soligla, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes sociologue de développement, expert en gestion, planification et suivi évaluation des projets de développement. Merci. Également dans ce studio, un autre Achille, cette fois-ci, Achille Fatondji. Bonsoir. Bonsoir. Mon confrère, vous êtes journaliste à Radio Bénin, spécialiste des questions d'enfance, rédacteur en chef du pool de journalistes engagés pour la protection des enfants. Il faut rappeler quand même que ce pool est mis en place par l'UPMB et l'UNICEF. C'est bien ça. Avec moi également ce soir, la seule dame du plateau, ma consoeur de la rédaction de Soleil FM, Aïla Toudraman, bonsoir. Bonsoir à vous, Joël Tchobé, bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans mon introduction, j'évoquais donc cet arrêté préfectoral qui, désormais, interdit le recours à l'utilisation de la main-d'œuvre infantile dans les zones d'exploitation économique. Le préfet a été ferme. Toute personne qui contreviendrait à cette disposition sera donc punie conformément aux tests en vigueur dans le pays. Je commence d'abord par vous, Dr Achille Kratos Soligla. Comment appréciez-vous d'abord l'acte émis par le préfet? Merci, monsieur le journaliste, et salut, chers collègues et amis du même plateau. Bonsoir. Chers auditeurs qui nous suivent, bonsoir. J'apprécierais l'acte du préfet comme de la norme. Vous savez, l'autorité a en droit de réguler, l'autorité a en droit de suivre les comportements et pratiques qui résident dans sa société et de taper du poing sur la table en son temps et apprécier pour dire non. Attention, tel acte qui est en vogue, qui est en pratique dans la société de ma couverture, dans l'espace de ma couverture, je régule. Donc, sur ce, j'apprécie, je trouve que c'est de la norme, c'est normal, non du pathologique, l'acte du préfet. Alors, Achille Fatondji, vous avez donc écouté tout à l'heure Dr Achille Soligla qui parle d'un constat, le préfet donc qui prend le temps de l'observation et constate qu'il y a une excroissance de la pathologie, pour ainsi dire, et prend finalement l'arrêté pour l'interdire. Vous qui êtes engagé dans la protection des droits des enfants, j'imagine que vous vous réjouissez également. Mais le préfet Kodia a fait un rappel. Il a fait un rappel, mais de la plus belle des manières, de façon formelle, pas un arrêté. On ne va pas dire que c'est mauvais. C'est une bonne initiative, c'est une belle décision, puisque il vient comme pour taper du poing sur la table pour dire ça y est, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces phénomènes que nous observons, ces pratiques que nous observons au sein de notre société et qui ne font pas du bien non seulement à l'épanouissement de l'enfant, mais qui posent également des problèmes de développement, puissent s'arrêter. Il faut que chacun puisse se souvenir qu'il y a des dispositions légales, qu'il y a vraiment de la répression, qu'il y a de l'interdiction, qu'il y a vraiment un cadre dans lequel on doit pouvoir, n'est-ce pas, former l'enfant, qu'on doit pouvoir éduquer l'enfant. Et donc, c'est une belle décision, même si c'est une décision qui vient s'ajouter à bien d'autres. On va peut-être voir ça en cours de débat. Alors, Aïla Toudraman, pourquoi le préfet a-t-il senti le besoin, malgré l'existence d'un cadre normatif, d'un cadre légal, d'un mesure coercitive déjà dans le domaine, pourquoi le préfet a-t-il senti le besoin de rappeler ces dispositions et de les corser par son arrêté préfectoral?
On peut supposer dans ce cas que le préfet a peut-être commandité une étude qui a prouvé que dans son département, les enfants sont vraiment exploités, que le taux aujourd'hui est à un niveau criard et donc il a senti la nécessité de rappeler tous les acteurs à l'ordre et de pouvoir intervenir afin que les tests qui existent déjà soient respectés, de taper du poing sur la table et d'interpeller également les acteurs qui sont chargés de protéger les enfants, qui ne le font peut-être pas ou qui parfois se disent qu'on est encore à l'étape de la sensibilisation, que ces acteurs-là puissent savoir que désormais le préfet également s'en préoccupe, qu'il y a un arrêté qui en parle et donc en synergie d'action, tous ensemble puissent mettre fin au fléau. Je pense que pour toute personne préoccupée par les questions du respect des droits des enfants, c'est tout à fait normal qu'on puisse apprécier l'acte du préfet dans la forme, en attendant de revenir sur les questions de fond. Alors, docteur Achille Kratos Sodigla, donc on va mettre le pied dans la fourmilière, comme on le dit. Alors, est-ce que ce acte du préfet prend le problème d'une façon holistique, règle le problème en réalité? Merci, monsieur le journaliste. Là, je peux le dire parce que tout à l'heure, nous avions évoqué que l'autorité a en droit de réguler. Et c'est de la norme de réagir, quitte à nous autres d'apprécier, de voir si le fond de l'acte posé par l'autorité préfectorale règle le problème. Si ça ne creuse pas davantage, si ça ne crée pas de problème en réalité. Vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire. Chaque enfant qui naît avec des signes, naît avec une certaine sagesse, naît avec certaines pratiques qui vont avec lui. Vous savez, dans nos pratiques, dans nos sociétés, avant, lorsque la femme tombe enceinte comme ça, il y a ce que nous appelons, la pratique de voilà, enfant, c'est la pratique. C'est pour voir un peu de quelle manière, si l'enfant va bien, si cette grossesse ira mieux. Et dès la naissance, on va aussi vers le phare pour s'enquérir, pour savoir, mais tel enfant qui naît, comment il est venu? Est-ce qu'il est venu en de bon sens? Et comment il pourra vivre et quelle pratique, quelle activité pourra-t-il mener. Et c'est partant de là qu'on découvre que, attention, l'enfant pourrait aller à l'école, l'enfant pourrait être utile pour aller au champ, l'enfant est fait pour être bocono, l'enfant est fait pour être mécanicien, l'enfant est fait pour être maçon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que nous sommes tellement habitués à cette snobisme, cette copie-collée de l'Occident qui fait que tout enfant qui naît aujourd'hui, ajouté à ce qui va avec l'appui des partenaires techniques financiers, chaque enfant, ça y est, tout le monde doit aller à l'école. Et du coup, lorsque l'enfant naît aujourd'hui, la seule voie que nous montrons à l'enfant, c'est l'école. Et qui fait que il y a des enfants qui sont des pour être maçons, il y a des enfants qui sont des pour être mécaniciens, il y a des enfants qui sont des pour être commerçants. Mais puisqu'on l'a habitué à l'école, il va à l'école. Et arriver à l'université, il n'est pas opérationnel parce que son destin n'est pas là. Du coup, l'enfant qui doit normalement aller à l'apprentissage, ce n'est pas son mode de vie. Et qu'est-ce que je veux rappeler par là? Ça voudra dire quoi? Il y a des milieux, il y a des localités où l'enfant nécessairement doit passer par ces voies. L'enfant doit nécessairement passer par l'apprentissage pour réussir sa vie. Mais lorsque du coup on estime que, attention, il faut arrêter, sans oublier que dans certaines localités, c'est une culture. Je donne souvent l'exemple pour aider à des collègues, à des amis de me suivre. Vous prenez deux enfants à l'âge de 7 ans. L'autre qui peut-être à 7 ans est en classe de CP. Et l'autre qui à 7 ans commence l'apprentissage de mécanicien ou de maçonnerie. 7 ans plus tard, l'enfant qui a commencé la maçonnerie a son diplôme professionnel et est opérationnel, peut apporter de la plus-value, c'est-à-dire directement exploitable. Mais l'enfant qui est à l'école, à 14 ans, tutoie peut-être la terminale. En quoi il est opérationnel? Je ne nie pas le fait qu'il faut aller à l'école, mais nous devions intégrer ces paramètres, nous devons intégrer ces variables, nous devons intégrer ces indicateurs dans la prise de notre décision. Et du coup, moi, je trouve que cette mesure qui consiste à taper du poing sur la table, encore que, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une culture dans certaines localités où il faudra nécessairement passer par là pour réussir sa vie. Attention, lorsqu'on le dit, on prive ses enfants de la plus belle manière. Mais docteur Achille Sodigla, c'est vrai que vous dites que la mesure du préfet choque par quelque peu certaines cultures, ancrées donc dans les habitudes au Bénin. Mais est-ce que ce n'est pas un autre problème que vous posez? La crise de l'école. Parce que pour devenir maçon aujourd'hui, on peut aller à l'école pour devenir maçon, mécanicien. Est-ce que ce n'est pas forcément la crise de l'école qu'il faut aller voir? Loin de là, ce n'est pas la crise de l'école. Vous savez, nos pratiques dans nos sociétés ne voient pas la chose de la plus belle manière que vous l'évoquez. Dans nos localités,
Oui, on peut aller à l'école, mais pour savoir lire et écrire. À un moment donné, pour savoir lire le décamètre, pour savoir prendre la mesure. Dans certaines sociétés, dans nos localités, de plus profond, même plus proche, je ne veux pas donner de nom, c'est qu'on soit allé à l'école. Mais du coup, aller à l'apprentissage dans nos localités, dans cette localité, c'est aussi une réalité parce que, on le dit, il est resté auprès de son oncle qui a suivi le même cheminement. C'est ça. Et du coup, ça peut être un moment donné, ça lui permet de réussir sa vie. Mais dit qu'on va à l'école pour apprendre la maçonnerie, dans d'autres sociétés ça se fait. Dans nos localités aujourd'hui, est-ce que c'est répandu? Les lycées et les collèges qui font la promotion qu'on appelle de ces filières du moins, combien ils sont aujourd'hui? Je ne dis pas la réalité, mais prenons en compte le fait. Ça peut dire que dans certaines localités c'est une culture. C'est une pratique du moins qui régisse le fonctionnement de cette société où il faut rester auprès de l'oncle, de l'ami, du tonton qui est maçon, qui est menuisier, qui est si, ouais un peu, et qui fait comme nous autres qui ne sont pas à l'interne, qui pouvons apprécier le fait, qui ne vivons pas la réalité, on se dit que attention, ça porte un frein aux droits de l'homme, attention, tel qu'on le fait, l'enfant est en situation, et l'enfant n'a pas l'âge de supporter le poids, attention, comprenons aussi que c'est de leur culture, c'est de leur manière de faire, c'est une façon d'exister aussi et qu'il faut nécessairement passer par ces instruments, ces manières, ces modes de vie pour pouvoir réussir sa vie. Alors, Achille Fatondji, lorsque vous écoutez l'argumentaire développé par le docteur en sociologie qui fait appel notamment à des éléments comme la culture, qui parle donc du snobisme, qui parle également de la pression des PTF, qui parle finalement du fait qu'on veut faire donc du copier-coller, est-ce que effectivement, on ne doit pas prendre ces éléments en compte au lieu de dire tous les enfants aller à l'école classique du blanc? Non, merci à vous. Je pense que le docteur a ses raisons. Et moi, personnellement, on ne va pas faire le procès de nos pratiques ancestrales ni de nos connaissances endogènes sur ce plateau. Je pense que nous avons effectivement nos réalités et depuis très longtemps, nos parents ont appris à exploiter ces connaissances-là pour, n'est-ce pas, deviner dans quel secteur d'activité leur enfant peut prospérer. Ce n'est pas à balayer du revers de la main. Cependant, vous voyez, il y a plusieurs années, des décennies, ou tout au moins 3 déjà, que le monde, les Nations Unies ont décidé de s'entendre sur un contrat social, puisque nous parlons là du travail des enfants. Et le contrat social que les Nations Unies, à un moment donné de l'évolution des sociétés, ces nations ont retenu de s'entendre sur une base donnée, sur comment exploiter les enfants. Comment est-ce qu'il faut les éduquer, comment est-ce qu'il faut les protéger. Je veux parler de quel contrat? C'est la Convention relative aux droits des enfants, signée, je dirais, adoptée en novembre 1989. Et notre pays fait partie des premiers pays qui ont ratifié cette convention-là juste après 1989, en 1990, juste donc quelques mois après. Et cette convention, au niveau national, fait partie des inspirations. Notre pays s'est inspiré de cette convention pour pondre ce que nous avons appelé aujourd'hui Code de l'enfant. C'est la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant donc Code de l'enfant en République du Bénin. Dans cette loi, qu'est-ce que les textes disent? Un enfant qu'on doit mettre en apprentissage ou qu'on doit former, il y a les conditions pour aller à cette formation ou à cet apprentissage. Et si vous voulez, il est dit clairement dans ce code que l'enfant lorsqu'il naît, sa place c'est d'abord l'école. C'est d'abord l'école. Même si on doit le mettre en formation ou qu'on doit aller lui apprendre un métier, il faut un âge donné. L'école conçue comme l'école classique du blanc, c'est ce l'école. Que vous dit? Qu'est-ce que vous appelez l'école du blanc? Pardonnez-moi. L'école, c'est le cadre. L'école, c'est l'école. Justement, nous sommes tous passés par l'école. Voilà. Du moment où... Est-ce que c'est de ça que le législateur parlait? Est-ce que nous avons une école? Parce que là, le docteur, parce que déjà, certains sociologues qui parlent, et chaque concept a des explications bien précises. Bien précises. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Permettez-moi peut-être d'aller au bout de mon idée et vous allez peut-être me comprendre. Déjà, entre parenthèses, je ne pense pas qu'il y ait une école du blanc et qu'il y ait une école du noir.
si nous voulons, nous pouvons aller à des réformes profondes et décider de définir les politiques de notre éducation. Je pense même que ça a fait l'objet plusieurs fois déjà de réflexion au niveau des spécialistes du domaine et qui ont vu qu'à un moment donné, il faut peut-être aller chercher à mettre en adéquation telle politique éducative, revoir tel aspect de notre école, les réadapter par rapport à nos réalités. Ça, c'est un autre sujet, carrément une autre thématique. Mais l'école est unique. L'école, il n'y a pas... Du moment où nous avons accepté, n'est-ce pas, mettre chez nous cette forme de cadre d'enseignement, de formation, ça demeure une école universelle. Donc, le code dit clairement, à la naissance, l'enfant va à l'école. À l'école. Et vous allez constater que dans ce même code, c'est le gouvernement, l'État a décidé de rendre gratuit, si vous voulez, gratuite l'inscription des enfants tout au moins au niveau du cycle primaire. Ça veut dire quoi? L'enfant doit finir le cycle primaire avant même qu'il n'aille se faire former s'il veut quitter le secteur donc éducatif. Après l'obtention du CEP. Bien sûr. Et il y a l'âge déterminé, c'est 14 ans. Il faut qu'il ait 14 ans, 14, 15 ans, 14 ans, avant qu'on n'accepte d'aller le mettre en formation. Alors, à partir de cet instant, vous allez voir que l'enfant a une base. Il a une base solide en termes, on va dire, intellectuels, au niveau intellectuel, qui lui permet d'apprécier, de mieux exploiter, ne serait-ce que même les outils qu'il découvre au niveau de la formation, au niveau de l'apprentissage, ne serait-ce que la meilleure manipulation de ce qu'il a comme outil. Enfin, il devient vraiment professionnel de son domaine. Donc il capitalise des connaissances acquises dans le système classique de l'école. On ne peut pas... Qu'il exploite maintenant dans l'apprentissage. Voilà, on ne peut quand même pas envisager qu'un enfant qui a 5 ans, qui a 6-7 ans, que déjà à cet âge-là, qu'on aille le déposer chez un vulcanisateur ou chez un maçon ou je ne sais plus où, et espérer que cet enfant-là puisse quand même... Il y a ce qu'on doit observer, il y a le suivi d'abord de l'enfant. Il faut qu'il ait le développement mental, psychologique, social, un développement émotionnel qui réponde aux normes, un développement, si vous voulez, spirituel également. Tout ça, c'est d'abord dans le processus de finition du cycle primaire de l'école et également de l'accompagnement à la maison que tout ça se construit. Parce que il faut le bâtir d'abord pour qu'il ait vraiment les bases qu'il faut. Alors, je pense donc que le préfet est sur le bon chemin. Alors, Alilatou Draman, je vous ai également très engagé sur cette question de protection des droits des enfants. Alors, nous avons finalement un conflit entre deux courants, le courant progressiste et le courant conservateur. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne trouve pas déjà de conflit parce que je pense que tout a été construit sur la base de nos réalités. À un moment ou à un autre, on a dû consulter des gens, que ce soit des sociologues, que ce soit des agents de santé, que ce soit des agents de développement. Tout le monde a été consulté pour voir ce qui serait bien pour nos enfants. Quand on prend en considération l'âge de l'enfant, quand on prend en considération le développement physique, psychologique, à quel moment de sa vie l'enfant a besoin de telle chose, à quel autre moment l'enfant doit prendre telle autre décision ou telle autre voie. Quand j'écoute le sociologue aujourd'hui qui regrette qu'il n'y a pas beaucoup de lycées et qui se base sur ça pour dire non, ce n'est pas une bonne pratique, mais je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de lycées aujourd'hui qu'au fond, si on s'entend sur le fait que c'est bien pour nos enfants, qu'on ne va pas accompagner l'idée. Quand je prends le sociologue qui parle de droit, de lobbying sur les questions de droits des enfants, de lobbying sur les questions de droit en général, permettez-moi de lui demander si dans sa vie il n'a jamais revendiqué un droit en tant que personne humaine. J'ai droit à telle chose, mes enfants ont droit à telle chose. Pour une question, est-ce que vos enfants sont à l'apprentissage? Vous avez des enfants, je suppose. Pourquoi n'avoir pas choisi systématiquement les mettre à l'apprentissage? Je pense que ce dont nous parlions, oui, à moins que je ne puisse trahir le fond de sa pensée, c'est le fait que on ne tient pas en compte je ne dirais les pas de réalités. l'acculturation, c'est-à-dire que les PTF viennent avec un sac rempli de réformes. Ils n'ont jamais obligé on vend les droits des enfants au Bénin sans pour autant intégrer l'approche culturelle. Est-ce qu'on vend les droits des enfants sans intégrer? Je pense que les PTF
On est tous Puisque ce sont ces petits qui vous financent, sur la base de les ONG et tout la ça. Convention relative aux droits des enfants. Maintenant, chaque pays, en acceptant faire partie de cette convention, a adopté d'autres textes, un peu comme le Code de l'enfant, un peu comme le Code de travail, un peu comme le Bénin qui a ratifié la convention relative aux pires formes de travail. Donc, il y a plusieurs autres textes pour lesquels le Bénin fait partie. Et le Bénin, en adoptant ces textes, en faisant partie de ces conventions-là, a aussi pris des lois qui permettent aujourd'hui, qui régissent le cadre législatif aujourd'hui. Et donc, c'est sur ces lois-là que chaque État, autant le Bénin que les autres qui font partie des pays membres, pays qui ont ratifié, s'appuient pour choisir des textes et pour définir dans quel cadre l'enfant doit travailler, ce qui est bon ou mal pour l'enfant. On ne condamne pas le fait. Vous m'excusez, mais au-delà d'aller à l'école, nous savons que c'est toujours bien pour l'enfant, autant sur le plan du développement personnel que sur le plan du développement sociétal, que l'enfant puisse aller à l'apprentissage d'autres choses, parce que ça forme l'enfant à mieux faire face aux difficultés de la vie. Justement, à mieux faire le sociologue a évoqué un exemple pratique d'un enfant, de 2 enfants de 7 ans. Aujourd'hui, c'est clair, c'est prouvé que l'enfant qui fait le 7 ans dans le parcours classique, il est inopérationnel. Non, l'enfant n'est pas inopérationnel parce que, je vous assure, cet enfant qui a peut-être à 7 ans et commence l'apprentissage et un autre à 7 ans qui commence l'école, si arrivé en classe de CE2, cet enfant qui s'arrête en classe de CE2, qui commence la même chose que celui qui a commencé à 7 ans, vous allez constater il aura une avancée sur l'autre. Il y aura un changement du point de vue de la façon dont il conçoit son travail, de la façon dont il est engagé dans son travail et de la façon dont il rend son travail. Il y aura clairement un changement parce qu'ils n'ont pas vécu la même réalité. L'autre a eu le temps d'aller à l'école, de savoir peut-être le temps que celui-là a pris pour assimiler des choses. L'autre aura peut-être moins de temps pour assimiler ces choses-là. Il aura plus, on va constater plus de dynamisme. Et figurez-vous, un enfant de 7 ans, dans quoi vous voulez le mettre? Je ne vois pas véritablement l'activité. Même quand on dit qu'on met un enfant de 7 ans à l'apprentissage, mais c'est regrettable, vous voyez des enfants de 7 ans et dans un atelier de vulcanisateur et c'est lui qui fait tout. Il y a un véhicule qui vient, c'est à lui de faire, de démonter. Vous passez par là à 23h, son patron est à la maison. C'est à lui de travailler. À cette heure-là, est-ce que vous pensez que vous forgez l'enfant, sociologue? Vous forgez l'enfant à quoi? À son âge-là, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est quel type de formation vous voulez que la société lui apporte de cette façon-là? Je ne dénie pas le fait que petit, on nous a demandé, même pendant les vacances, on dit va rester chez telle tante, elle fait telle chose. Ça, c'est encore acceptable. Mais dire qu'à l'enfant, déjà à 5 ans, 7 ans, on peut tolérer parce que notre société, notre culture, je ne pense pas que notre culture, notre société aille à l'encontre du respect et du développement de l'enfant. Alors, si vous permettez, sur ce plan précisément, vous savez, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est surtout de la professionnalisation dans ce que nous faisons. Si aujourd'hui, je vais chez un vulcanisateur, je veux qu'il soit professionnel et précis dans ce qu'il me fait comme travail. Si je vais chez un maçon pour un travail sur mon chantier, je veux qu'il soit précis et efficace dans ce qu'il me rend comme travail. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas un maçon, par exemple, qui viendra me construire un bâtiment qui, au bout de 5-10 ans, aura un problème après. Il y a que, si vous l'observez très bien, il y a beaucoup d'appui près dans ce que les gens nous rendent aujourd'hui comme travail. Vous avez un problème avec votre moto, vous allez chez un mécanicien. Je ne traite pas tous les mécaniciens de nuls, mais il y a beaucoup dans le lot qui malheureusement ne finissent même pas l'apprentissage normalement, qui quittent chez les patrons et qui vont s'installer à leur propre compte. Il y a un problème de finition. Il y a un problème de finition. Vous liez ça certainement au fait que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas suivi le parcours professionnel. C'est pourquoi l'État a mis en place les questions de certificats de qualification professionnelle, les certificats de qualification de métier et autres. Achille Sorigla, vous avez donc écouté vos co-débatteurs ce soir. C'est vrai qu'au mois de mars, moi-même personnellement, j'ai été outré parce que j'ai vu un enfant avec des doigts arrachés
Il m'expliquait qu'il était dans un atelier de mécanique. En tout cas, il aidait un oncle à faire ses travaux et que des chiens dents ont arraché donc sa main. J'étais complètement outré. Il avait à peu près 7 ans. 7 ans. Vous avez écouté également d'autres explications. Est-ce que mettre l'enfant précocement dans des ateliers, dans des chantiers, n'est pas source d'entrave à son développement social et tout ça? Merci, monsieur le journaliste. Et vous m'offrez encore l'occasion de repréciser les avis développés, les points de vue que j'ai avancés tout à l'heure, pour permettre à nos collègues, à mes amis du plateau de me suivre dans l'esprit du débat. En réalité, j'ai commencé par dire que la vie ou l'arrêté... Rapprochez-vous un peu de votre micro. La vie ou l'arrêté du préfet, j'ai bel et bien dit c'est de la norme, c'est normal. Et qu'il vient pour réguler, qu'il accompagne, il structure un fait, il participe au bon fonctionnement de la société. Et moi je doute un peu de son opérationnalisation parce que j'ai même vraiment de réserve. Nous avons dit, et on continue de le dire, toutes les filles à l'école, mais allez à tantôt pas, à 8h, à 9h. Et quand je dis, ne pensez pas forcément que c'est moi qui parle. Moi, mon rôle, c'est de rendre compte du fait, du plus profond, et de ce qu'on constate. Il y a un texte qui demande à ce que toutes les filles soient à l'école, mais allez à d'autres part, allez circuler dans nos marchés, le fait existe. Ça veut dire quand il y a un paramètre, il y a un indicateur qu'on n'a pas su intégrer par la suite, ou lorsqu'on était dans la conception de cette loi, où les partenaires techniques qui ont supporté, qui nous ont accompagnés, n'ont pas su intégrer des paramètres qui tiennent en compte des réalités de nos sociétés. Et du coup, nous avons développé des actions, il y a eu des projets qui ont insisté là-dessus. Les effets, les conséquences sont là. Lorsque j'ai suivi tout à l'heure le juriste qui expliquait que il faut, à partir de 14 ans l'âge normal pour entrer en apprentissage, c'est pas que je suis contre, mais questionnez les acteurs sur le terrain. Allez dans nos sociétés, ils vont vous dire qu'à cet âge, c'est l'âge de la puberté. Lorsque vous prenez un enfant à cet âge que vous envoyez dans nos ateliers, l'enfant là n'est plus malléable. L'enfant là n'est plus accessible. Et que, entre griffes et notito, cet enfant ne peut pas vraiment suivre l'apprentissage. Et je ne dis pas, c'est pas dire attention, intégrons les deux paramètres. Il y a la réalité, ce que la norme supportée par les PTF, que je ne dis pas que c'est faux. Mais lorsque vous questionnez les acteurs, c'est-à-dire les acteurs directs qui pratiquent ce qu'on déteste, ce qu'on dit que ce n'est pas bon, questionnez-les. Ils expliquent clairement qu'à cet âge, l'enfant n'est plus malléable, donc l'introduire à l'apprentissage, c'est qu'il ne peut pas bien suivre. Et du coup, quel que soit ce que vous allez faire, c'est difficile pour ces personnes de concevoir, de prendre un apprenti à l'âge de 14 ans. Je ne dis pas qu'il y a des apprentis qui viennent à 14 ans. Non, je ne dis pas. Mais dans la réalité, c'est pas, j'ai commencé par dire que dans certaines sociétés, c'est une culture. Le fait de commencer l'apprentissage très tôt. Et chez ces personnes, c'est difficile pour eux. Et pourquoi c'est difficile? C'est qu'ils ne conçoivent pas ça. C'est une pratique chez eux. Je ne dis pas que c'est moi, mais je rends compte du fait. Pas que je le soutiens forcément. Et je dis, j'ai même du réserve à l'applicabilité de l'arrêté du préfet. Il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs. Celui, c'est qui? C'est une culture, c'est une pratique. Bon, attendons 1 mois, 2 mois, 1 an. Nous allons voir si l'arrêté préfectoral a son sens. Je ne dis pas que c'est moi qui le soutiens, mais je rencontre le fait. Et je dis, attention, ces arrêtés, pour les prendre désormais chez nous, prenons en compte un peu le fait. Ça peut commencer par dire que, attention, moi j'ai pris la peine de questionner quelques acteurs qui sont du métier. Ils m'expliquent que, attention, c'est le cas que j'ai développé et j'ai donné tout à l'heure pour dire, lorsque vous prenez des enfants, écoutez, ça c'est à quoi qu'un enfant prenait à l'université. Quand ils donnent ces éléments, je ne dis pas que c'est faux. Il faut aller à l'école, on doit aller à l'école. Mais intégrons aussi ces aspects de ces enfants où la personne a le baccalauréat. Moi j'ai connu un monsieur qui, après le bac, son père lui a dit, tu dois faire la médecine. Il dit, ok, mais c'est pas mon goût. Il a effectivement fait la médecine, à la fin il revient remettre le diplôme à son papa pour dire, je vais faire ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut être artiste. Vous allez faire quoi? Ça veut dire que cette personne, dès sa base d'âge, on n'a pas su le recadrer, on n'a pas su le suivre. Je précise, c'est un problème d'orientation, c'est un problème de fond, et qui m'amène à demander, à nos autorités, attention, ces tests et lois, ce n'est pas que c'est faux, non, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut maltraiter l'enfant. Encore que dans nos sociétés, ce que nous appelons maltraitance de l'enfant, eux, ce n'est pas leur conception. Allez dans nos localités reculées. Lorsque l'enfant travaille comme ça, qu'il est digne, lorsqu'un enfant subit comme ça, qu'il est digne, je le précise, ce n'est pas mon avis, mais c'est ce qui a vécu. C'est le fonctionnement de nos sociétés. Et lorsque tu le fais comme ça, s'il vous plaît, vous avez autant de parler. Et lorsque l'enfant fonctionne comme ça, lorsqu'on lui dit, suis tes parents,
suis tel oncle qui est maçon, je suis tel oncle qui est menuisier, et il s'entête, il refuse. La vie qu'il mène est encore plus dure que si, vous voyez un peu. Donc, c'est ce parallèle, je demandais, attention, oui, l'arrêté préfectoral, c'est la norme, il faut l'accepter comme tel, il faut le prendre comme ça, mais dans l'applicabilité, j'ai même vraiment du regret, parce que connaissant le fonctionnement de notre société, les indicateurs que je développe, que j'évoque, attention, moi j'attends de voir. Alors, monsieur Achille, est-ce que ce n'est pas, en tout cas, docteur Achille, est-ce que ce n'est pas le conflit de conception entre la norme légale et le fonctionnement des faits culturels que vous posez? J'accepte ainsi. Le conflit de conception. Parce qu'on parle de maltraitance, on ne s'entend pas sur ce qui est maltraitance. Vous savez, lorsque vous prenez ces chefs maçons qui exploitent ces enfants, ils ne vous parlent pas de maltraitance. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une culture chez ces personnes. Et à des endroits, c'est quand l'enfant fonctionne comme ça qu'il est digne. Lorsque l'enfant a 8 ans, il accepte l'apprentissage, et c'est sur nos chantiers et dans nos ateliers, c'est en cela que l'enfant est digne. Et lorsque son frère du quartier et ami fonctionne comme ça, on lui dit, regarde, tu as vu telle personne, tu ne peux pas être dit comme ça, tu ne fais pas en fierté. Vous voyez, de ces pratiques, de ces faits qui ont cours dans nos sociétés, ne sont pas forcément en phase avec les thèses et lois. Mais le préfet, quand même, il a systématisé 2 faits que je vais vous rappeler. Vous allez opiner dessus avant que je ne passe la parole donc à vos amis du plateau. Il parle quand même de ceux qui tirent profit, donc de ces gens de main-d'œuvre. Est-ce que ce n'est pas également ça qui fait aujourd'hui qu'on doit pouvoir accompagner normalement? Vous savez, monsieur le journaliste, c'est vous qui parlez de profit. Je reprécise, c'est pas... Quand je le dis, mon rôle, c'est de rendre compte des faits du plus profond du Bénin et qui sont réels. On peut bel et bien adopter les textes de loi qui s'imposent à nous. Mais il y a la réalité béninoise que nous devons vraiment prendre en compte et tenir compte dans nos analyses. Vous savez, c'est vous qui parlez de profit. Lorsque le chef maçon, le chef mécanicien vous dit que, attention, c'est comme ça, j'ai servi, ça m'a permis d'apprendre. Comment est-ce que vous pouvez parler de profit en ce moment? Non, lui ne le conçoit pas souvent de profit. Mais c'est nous, autorités, c'est nous, personnalités publiques, c'est nous qui avions été à l'école qui comprenons que, attention, il tire profit, il l'exploite pour... Mais lui, ce n'est pas un profit. Pour lui, c'est que cet enfant a l'obligation de servir comme ça. C'est en servant comme ça qu'il apprend qu'il est digne, qu'il est responsable, qu'il assume. Il y a 14 ans, on voit des patrons d'ateliers puisqu'ils ont déjà fini l'apprentissage. Même si, sous d'autres choses, ce n'est pas la norme, ce n'est pas recommandé en lien avec les accords que nous avons acceptés. Mais acceptons aussi que dans nos sociétés, ça existe. Ce n'est pas dans le cas. Toutes les filles à l'école, malheureusement, dans le marché dont on parle, combien de filles, on a interdit le phénomène de ville, mais bon, circuler dans nos localités, vous allez voir combien de fois ça pilule, ça continue. Même chez des fonctionnaires. C'est peut-être parce que ça continue aujourd'hui que le préfet revient là-dessus. Je voudrais attirer l'attention sur quelques propos. C'est bien que le sociologue puisse recadrer ses propos parce que au début, je vous assure, il y a des auditeurs qui vont se dire que c'est la norme et qu'il faut continuer. Non, alors que voilà. Donc le fait de recadrer vos propos précise un peu plus ce que vous partez du fait que dans la société c'est comme ça, mais aujourd'hui, on peut comprendre le sociologue parce que si on prend 2 enfants, celui qui peut-être a commencé tôt l'apprentissage, l'autre qui va jusqu'au bout et qui finit par ne pas avoir du boulot parce qu'il comptait sur le gouvernement, on peut dire, ah oui, l'autre a gagné sa vie plus tôt. Mais le problème ne se trouve pas là. Aujourd'hui, je pense, dans ses propos, il a dit quelque chose que je voudrais rappeler. Comment est-ce que les parents amènent leurs enfants à adopter l'apprentissage? Il ne suffit pas, parce que nous sommes les parents, parce qu'à cet âge-là, on suppose que l'enfant est de notre responsabilité, de se lever un jour et de dire, voilà, à partir de demain, tu commences la menuiserie. Non, ce n'est pas comme ça. Même si l'enfant vient de naître, l'enfant, on ne vous demande pas de faire de l'enfant le maître de la maison. Mais l'enfant a son mot à dire. Et ça, les parents doivent en avoir conscience et ils doivent l'intégrer. Mais avant l'âge mature, quel que soit l'âge, quand on estime qu'à 14 ans, que l'enfant pourrait trito pour prêter ses mots, l'enfant pourrait ne pas être réceptif à l'apprentissage. Je pense que ça dépend de la façon dont vous amenez l'enfant à comprendre en quoi c'est important et c'est bon pour lui d'adopter ça. Si vous, à 14 ans, l'enfant a encore envie d'aller à l'école, et parce que vous avez demandé, vous avez, comment on dit ça en français, vous avez consulté, voilà. Et quand on vous a dit que l'enfant peut-être va exceller dans la maçonnerie, ok, d'accord.
Mais est-ce que vous savez que des personnes sont allées à l'école et ont appris la maçonnerie et construisent des grands bâtiments, des architectes par exemple? Mais au Bénin justement, il y a beaucoup de problèmes. On n'en est pas encore là. Il n'y a pas encore la lycée technique. On n'en est pas encore là. Quand même. Mais pourquoi déjà, dès le bas âge, vous ne dites pas à l'enfant quand il rentre, ou les week-ends, ou les vacances quand il est libre, va dans tel atelier, apprends. C'est toujours bien quand on sait manier quelque chose, on ne sait pas, et comme nos parents ont l'habitude de dire, on ne sait pas ce qui va te faire manger demain, parce que tu n'es pas obligé de gagner ta vie de ce que tu as appris à l'école. Donc, il faut savoir apprendre quelque chose. Comment est-ce que vous discutez avec vos enfants pour qu'ils adoptent ce que vous voulez pour eux, ce que vous pensez de bien? Parce que ce que vous pensez de bien peut ne pas être comme le cas de l'étudiant qui a fini la médecine et qui est retourné à ce qu'il avait envie de faire. Ce que vous pensez de bien pour l'enfant peut ne pas être. Voilà. Maintenant, si vous expliquez à l'enfant et que lui-même, il trouve quelque part son centre d'intérêt et est convaincu que ça pourra l'aider à se construire, je ne vois pas en quoi cet enfant sera non réceptif à ce qu'il va apprendre. J'ai une question pour vous, oui, allez-y. Quand on voit aujourd'hui l'architecture de cet arrêté, c'est-à-dire que désormais lorsqu'on voit un enfant dans une zone d'exploitation économique, systématiquement, c'est la répression. Alors que vous-même, vous aviez donné des exemples. Les choses ne vont pas se passer comme ça, j'en revenais. Vous aviez dit qu'il y a des enfants qui peuvent alterner l'école théorique à la pratique manuellement. Ça dépend de ce qu'on confie à l'enfant. Mais aujourd'hui, l'arrêté ne fait pas ces séparations. Dès que je retrouve un enfant dans une zone d'exploitation économique, je passe à la répression parce que l'enfant n'a pas le droit de se retrouver là. L'enfant peut se retrouver là. L'arrêté est clair également. On ne peut pas retrouver. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement, ce n'est pas le premier jour. Même quand vous voyez une situation le premier jour, ça dépend de comment vous analysez, comment vous voyez la situation. Je vous assure, vous passez. Il y a des faits, il y a des situations qui attirent votre attention et qui vous écœurent à la limite. Vous passez la situation dont je parlais quand je disais un enfant de 5. J'ai vécu ça à Boy quand j'étais à la formation avec l'UPMB à Achille. J'étais sortie un soir comme ça avec un ami, il y a eu crevaison. Mais à 22 heures, figurez-vous, l'enfant était seul dans l'atelier. Et puis, je lui demande, mais c'est comme ça sa vie, il dort dans l'atelier. Et c'est quand même lui qui vous a aidé à réparer la moto. Oui, c'est lui, je ne refuse pas que c'est lui, je le dis. Vous en avez profité quand même. Non, je n'ai même pas profité, ça ce n'est pas du profit. L'enfant qui vous dit qu'il est habitué, quand je dis, mais à ton âge là, tu peux faire quoi? Il dit qu'il est habitué, que c'est même quand le patron n'est pas là dans la journée, que c'est lui qui le fait. Et les gens à côté disent, oui, c'est lui qui le fait. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui que quand vous allez quelque part et que vous constatez un enfant qui a moins de 14 ans, ou à la limite vous constatez que l'enfant souffre de ce qu'il fait, quand vous avez envie de parler, c'est l'entourage qui se regroupe sur vous. Oui. Un peu pour dire en quoi cela... C'est admis socialement. En quoi cela... Mais je pense que c'est parce qu'on est à un niveau aujourd'hui où les gens ne l'acceptent pas. Et c'est des problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Et pour régler le problème, ce n'est pas une question, j'allais en revenir, ce n'est pas qu'une question d'arrêter. Aujourd'hui, pour prêter les mots du représentant résident de l'UNICEF, à la dernière rencontre des organes, des institutions de l'ONU avec la presse, il disait, si le Bénin devrait respecter les tests autant qu'il en a, je pense qu'on aurait un meilleur des mondes pour les enfants béninois. Il y a tellement de textes aujourd'hui au Bénin qui les protègent. Et malgré ça, qu'on se demande pourquoi encore on a des enfants qui quemannent, pourquoi encore on a des enfants qui sont dans des ateliers, qui font des activités qui ne leur permettent pas de grandir. D'accord. Alors, et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller au-delà de l'arrêté. Parce que même si on ne prend pas l'arrêté, j'aurais voulu, par exemple, que les préfets, pourquoi les préfets, lors d'une de leurs rencontres, ou pourquoi les préfets n'en font pas une priorité majeure pour convoquer une rencontre des préfets du Bénin et en discuter et dire à partir d'aujourd'hui, c'est systématique dans tous les départements. Pourquoi c'est au préfet de l'Atlantique? C'est salutaire, on l'a dit au début. Mais je pense que au-delà de ça, même si les acteurs qui sont impliqués sont interpellés, il faut aller au-delà. Achille Fatmodji, vous avez envie de réagir. Est-ce qu'il faut se confiner
au périmètre de l'arrêté ou il faut aller au-delà? Je vais faire confiance à ma mémoire parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Nous allons quand même faire de synthèse. Je crois que... On va vite finir l'émission. J'ai vraiment voulu réagir sur plusieurs aspects. Mais non, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut commencer par faire la part des choses. D'abord, lorsqu'on dit que l'enfant à 14 ans est dans la période de puberté et qu'il n'est pas apte à écouter, je dis, il y a un problème de responsabilité des parents qui se pose. Parce que la puberté est connue. C'est une étape, c'est un âge connu. Quand on est parent et on sait que l'enfant, à un âge donné, entame une phase importante de sa vie et il y a la réaction que le parent doit avoir. Si cette réaction n'était pas au rendez-vous et que l'enfant a développé des comportements qui vont au-delà, que le parent n'arrive pas à maîtriser, je dis là, c'est le parent alors qui n'a pas assumé sa responsabilité. Il faut le dire clairement. Parce que parents, on a beaucoup de géniteurs, mais on a moins de parents. Il faut faire la part des choses là. Et il ne suffit pas de s'associer avec une femme, mettre au monde un enfant, et quoi qu'on est parent tout juste. Non, le parent, c'est au-delà d'un géniteur. C'est celui-là qui sait qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil, comment est-ce qu'il faut éduquer mon enfant à toutes les phases de son développement. Ça veut dire que même à 14 ans, un parent sait comment garder son enfant, comment conseiller son enfant, comment lui parler, comment vraiment l'orienter pour que l'enfant puisse vraiment refléter le modèle voulu. Alors, sur ce plan, vraiment, j'ai voulu faire cette précision et dire que vraiment, ce n'est pas un handicap pour vraiment l'inscription de l'enfant dans un centre de formation professionnelle à 14 ans. Ce n'est pas du tout un handicap. Alors, nous allons toujours cadrer nos propos par les dispositions de la loi. Et lorsque vous prenez les questions de culture et de réalité vraiment sociale, je suis d'accord, nous sommes dans un pays où vraiment les tabous, les préjugés sont vraiment coulent à foison, si vous voulez. Et il y a effectivement ce problème de vulgarisation de nos tests et de sensibilisation que nous n'avons jamais fini et que nous ne finirons pas. Parce que effectivement, le Bénin est riche en lois, en dispositions légales, mais l'application et le respect posent problème. L'arrêté du préfet, encore la une fois... donnée culturelle... Voilà, oui, si vous voulez. Bien assises. Oui, si vous voulez. Non. Peut-être pas. Non, le problème qui se pose véritablement. Parce que vous-même, vous avez été victime de ce regroupement. Non, mais vous savez. Voilà, vous personnes savez, qui vous disent, mais écoutez, vous savez, s'il vous plaît, c'est monsieur Tchobé, vous savez, en fait, c'est pour cela que l'Afrique, les pays africains eux-mêmes ont décidé de se regrouper et pour aller au-delà de la Convention relative aux droits des enfants. Et on a eu la Charte africaine des droits de l'homme qui a pris en compte un certain nombre d'aspects liés à nos réalités endogènes, si vous voulez. Ce que la Convention relative aux droits des enfants n'avait pas pris en compte. Parce que la charte, par exemple, revient plus précisément sur ce que l'enfant doit observer comme devoir. Parce que l'enfant n'a pas que des droits. L'enfant a des devoirs. Peut-être que la Convention de la CEDE n'avait pas insisté sur ses devoirs. Mais la charte est venue insister là-dessus pour dire, ah non, l'enfant doit jouir de ses droits, mais en même temps doit également observer ses devoirs. Et c'est ça, en fait, qui permet à la société de comprendre que non, les autorités promeuvent les dispositions légales, mais en même temps insistent sur ce que l'enfant doit respecter ses parents. C'est dans les tests. Et lorsque vous communiquez comme ça, le parent qui est au fond quelque part, qui a Kandi Wadjou, qui nous écoute en ce moment, ou bien je ne sais pas si votre... sur Internet, voilà, ou qui est à Cotonou ici, nous comprend. Il sait que c'est une question de savoir-faire des deux côtés. L'enfant doit connaître vraiment ses limites et les parents également doivent savoir. Et sur l'arrêté, est-ce que il faut se résoudre au périmètre de l'arrêté ou il faut aller au-delà? Non, ce qu'il faut... Je voudrais également vous faire réagir sur cette chaîne des acteurs qui profitent... des enfants, il faut quand même le reconnaître. Oui, effectivement, ça fait deux pans. La question de ce qu'il faut attendre de l'arrêté et la question des exploitants, des enfants, des complices. Oui, effectivement, au-delà même du travail des enfants, il y a aujourd'hui ce que nous appelons la mobilité des enfants. C'est vrai que ça n'a pas que des aspects négatifs, mais la mobilité, voilà aussi un problème. Des gens sont au Bénin ici et envoient leurs enfants au Nigeria, ailleurs dans d'autres pays, travailler. Et ces enfants souffrent le martyre. Il faut aller découvrir ce qu'ils font. Et ce sont ces enfants qui, malheureusement,
prennent l'argent de leur souffrance pour venir nourrir ses parents à la maison, ses familles à la maison. Et c'est déplorable. C'est triste. Quand on entend ça et quand on écoute ça, vraiment, ce sont des cas vraiment qui font couler des larmes. Et c'est vrai, on ne va pas dire non, la mobilité elle est négative systématiquement, non, parce que c'est en même temps ça qui permet en fait une forme de on va dire, de déplacement des connaissances. Ça participe à l'épanouissement si vous voulez, oui. Ça a des côtés positifs. Il faut préciser également que la mobilité se prépare. Exactement, mais vraiment il y a les règles, les normes dans lesquelles très rapidement, le fait. Et l'arrêté, ce qu'il faut vraiment espérer, c'est que vraiment cela ne soit pas que des mots sur du papier. Il faut vraiment qu'on aille vraiment à la répression. Il faut qu'on aille à la répression parce que depuis longtemps, ce qu'on a beaucoup plus observé, c'est vraiment la signature des tests. On a beaucoup adopté des tests, on a tellement ratifié, on a tellement pris de décisions. Mais la sanction, ça manque. Il faut sanctionner. Mais avant, je suis d'accord, il faut sensibiliser davantage. Il faut vulgariser les tests. Et c'est le lieu de saluer vraiment ces ONG, ces structures, l'UNICEF, ces institutions-là qui s'investissent vraiment au quotidien, qui ne se fatiguent pas de chaque fois communiquer, de mener des actions vraiment dans ce domaine-là. Donc, vraiment, je veux même que le préfet étende l'arrêté au niveau du littoral. Littoral qui, aujourd'hui, prend en compte le marché d'Antokpa. Parce que, voyez-vous, c'est le marché qui, aujourd'hui, regorge le plus gros lot d'enfants dans la rue, dans le marché. Alors, allez découvrir. Docteur voyez ce qui se passe. Achille Kratos Solegla, sociologue de votre État, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Après donc tout ce qu'on a dit, même le marché d'Antokpa qui devient le symbole de la maltraitance des enfants, au dit donc de vos amis du plateau. Merci, monsieur le journaliste. Je conçois avec mes chers collègues qu'ils sont choqués par certaines des réalités que j'évoque, mais souffrez que c'est aussi le contexte, c'est ce que vivent nos populations, et on a un droit de l'évoquer pour que les fois à venir ici, il faut penser à ces tests, il faut aussi intégrer ces aspects et qui relèvent du social, qui relèvent vraiment de nos réalités. J'insiste là-dessus, je le dis, et j'évoque. Vous voyez, madame Alila a dit tout à l'heure, il y a tellement de tests que si on l'applique au Bénin, waouh, nos enfants sont heureux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas appliqué? Et j'ai donné des exemples, je dis toutes les filles à l'école, allez au marché d'Antokpa, n'importe où vous allez. Ça veut dire quoi? Il y a nombre de ces tests qui existent effectivement, qui participent, qui font que, attention, ça travaille, ça nous amène à améliorer les conditions de vie de nos enfants. Mais nous devons penser aussi désormais que nos réalités socioculturelles que nous avons dans nos sociétés, il faudra nécessairement les intégrer dans ces lois et tests. Alors, venons à la réalité préélectorale. Moi, je pense que au lieu d'aller directement comme ça, je proposerais qu'on aille à des sensibilisations, à des dons. Qu'est-ce que j'appelle sensibilisation? Vous voyez, les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, on a trouvé un enfant dont sa mère est arrachée ou qui se retrouve en situation très difficile. Je proposerais qu'on commence par sensibiliser ces personnes, vraiment de la sensibilisation, à les indiquer. Ah, attention, lorsque vous mettez un enfant de 7 ans, 8 ans, que vous soumettez à ces actes, attention, c'est du surpoids, c'est complet, il ne peut pas le faire. De ces activités, de ces façons de faire, va les amener plus à comprendre le contexte de nos lois et tests, mais plus à aller directement à la fois comme ça, à la sensibilité, qu'on appelle, à la répression. Je trouve qu'il y aura de réticence. Je trouve que c'est pourquoi j'ai mis de réserve à l'opérationnalisation de l'arrêté du préfet. Pas que je suis contre, non, loin de là, mais l'opérationnaliser aujourd'hui dans nos localités, je trouve qu'il y aura des mesures, des situations qu'on va vouloir régler un problème, mais qu'on risque encore d'en créer autre. Et je ne finis pas dire, il faut poser par des dons. Il faut plutôt accompagner aussi ces personnes. Quand je dis c'est une culture, appréciez quand même la profondeur du mot que j'utilise. Je dis, c'est d'autres personnes, amener l'enfant à cet âge que nous autres, de nos regards, de notre niveau intellectuel, de notre conception des endroits qu'on a visités, à cet âge, à l'apprentissage, c'est difficilement concevable. Que c'est nous qui voyons ça comme ça. Mais chez eux, ce n'est pas comme ça. C'est de la norme, c'est pas du pathologique, c'est de la norme, c'est normal que l'enfant se comporte comme ça. Telle personne, lorsque vous venez à le dissuader, si donc vous le savez... qui devient la norme de l'autre côté, on le perçoit comme si vous ne savez pas faire, ce sont ces parents même qui vont développer des mesures pour aller contre vous. La femme à qui on a dit va convoquer ton mari parce que tu es en situation, on retourne, la femme retourne, vous dit qui vous a dit que je suis en situation avec mon mari? Qu'est-ce que vous allez faire? Malheureusement, c'est des réalités, c'est des mesures que moi j'implore qu'on intègre à travers des sensibilisations, leur toucher du doigt
Si vous ne continuez pas à le faire, ça va donner quoi? Et c'est qu'il y a un nombre de ces lois auxquelles nous on n'est même pas imprégné, on ne sait même pas à quoi ça renvoie. Lorsqu'on commence par dire attention, lorsque vous continuez toutes ces pratiques, voilà ce à quoi ça va, ce à quoi ça renvoie, voilà les conditions dans lesquelles vous avez les enfants. Je crois que ça va beaucoup plus loin que si on va directement comme ça. Et puis j'aimerais ajouter que pour la sensibilisation également, il faut y aller dans nos langues. Pour revenir sur les propos du sociologue, il y a bon nombre de textes qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on explique ces textes-là? Il y a ça. Il y a également que l'État doit mettre en place des conditions. Aujourd'hui, vous voyez comment l'école se meurt. Si on se met dans ces conditions-là, il y a des parents qui vont se dire, ce n'est pas la peine si mon enfant va traverser de l'eau, s'il va rentrer malade, si l'école ne lui assure pas les conditions pour une bonne éducation, que je l'envoie à l'école. Et si ce parent-là, quel est l'argumentaire que vous aurez pour lui, pour le convaincre de ce que c'est l'école, c'est de l'école que son enfant a besoin maintenant, et après 14 ans pour avoir. Donc il faut au même moment où l'État veut respecter les tests, que l'État puisse prendre des dispositions qui garantissent aux enfants le plein épanouissement et le développement personnel et affectif et sociétal. D'accord. Oui, vraiment, il faut insister là-dessus. C'est très important ce dernier aspect. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Les lycées, les centres techniques de formation et surtout insister sur les sanctions. On n'en a pas parlé du tout. Il faut dire que les gens encourent des peines de 6 allant jusqu'à 5 ans de prison. Et même des amendes de 500 000, de 250 000 et même de 1 million. Et l'État, l'enfant est sacré, l'État doit assurer son plein épanouissement. Et au regard de ça, même la société également doit accompagner l'État dans ce sens-là. Merci à vous, monsieur Achille Fatondu. Merci également à vous, docteur Achille Fatondu. Qu'est-ce qu'il dit? Achille Sodegla, voilà, deux Achilles qui sont donc côte à côte. Merci également à vous, Ilatou Draman. Voilà, merci d'être passé ce soir opiné sur ce sujet. Je rappelle que ce soir, la problématique de la maltraitance des enfants était au cœur de nos discussions. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. On se retrouve encore demain pour un autre numéro d'Intégral.